etc. Quels points ont-ils en commun? Ils sont tous francs-maçons. Alors c'est très varié, parce que vous avez Franklin Roosevelt, vous avez Washington, vous avez Goethe, Mozart, bon, quelques autres, hein, Léon Blum, Bolivar, le général qui a libéré la Bolivie et la Colombie, bon, etc. Donc vous voyez, bon, il y a à la fois de la variété, à la fois du beau monde. Hein. Bon, vous avez le marquis de Lafayette, mais vous avez le mathématicien Condorcet, bon, vous avez Saint-Just, etc., etc. Hein. Vous avez Marat aussi. Bon, donc vous voyez que le personnel est riche. En général, c'est quand même une élite. Hein. Donc, mais vous avez aussi, par exemple, Pierre Dac. L'humoriste Pierre Dac, si vous vous rappelez le sketch Rabindranath Duval, Pierre Dac, franc-maçon. Bon, Joséphine Baker, franc-maçon. Chez nous, là, général Saint-Martin, franc-maçon aussi. Saint-Martin, libérateur de l'Argentine. Bon, Aldrin, le cosmonaute américain qui a marché sur la Lune, etc., etc. Alors, vous voyez où on va, puis bon, vous allez en découvrir certainement encore au fur et à mesure de ce qu'on va dire pendant la conférence. Et le fameux Jacques Lang. Vous savez, Jacques Lang s'est fait connaître en 81 quand un journaliste lui a dit « Êtes-vous content de l'élection de M. Mitterrand ?» Il a répondu « Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. » Alors c'est une formule typiquement maçonnique. La lumière et les ténèbres et la philosophie des lumières. Bon, vous voyez. Bon, alors il y a un petit peu de tout, on ne va pas tous les citer, parce que vous savez que ce sont des personnages historiques, on a le droit de les citer, et s'ils sont vivants, on peut les citer s'ils se sont déclarés francs-maçons. Et si on ne le sait pas, on ne peut pas dire qu'ils en sont, parce qu'on va dire non, j'en suis pas, parce qu'en général, certains nient absolument faire partie, mais tout le monde sait qu'ils en font partie. Hein. Bon, alors c'est pas ce qui cache, vous verrez qu'il y a peut-être des choses qui expliquent pourquoi on ne s'avoue pas appartenant à cette société, alors que si on va à l'église, ben, vous pouvez sortir le dimanche à la messe, vous êtes allé à la messe, ben oui, je viens de sortir. Ça reste assez secret. En effet, bon, justement, la France est un cas très particulier dans le domaine de la franc-maçonnerie, puisqu'elle est universelle, enfin pas tout à fait, parce que les pays de dictature et les pays musulmans n'acceptent pas beaucoup ce genre de société, mais elle est représentée dans des dizaines et des dizaines de pays, mais aux États-Unis, ça ne fonctionne pas du tout comme chez nous, d'un point de vue déclaration d'appartenance. Hein. Aux États-Unis, on n'a pas honte de dire je suis maître dans la franc-maçonnerie. Et quand une loge fait un don pour les élections présidentielles en disant bon ben la loge X, alors elle donne son nom, soutient le candidat démocrate ou républicain, c'est connu, personne ne dit rien. En France, si vous faites ça, tous les générales, franc-maçonnerie s'immiscent dans les partis, etc. Donc vous voyez, c'est déjà quelque chose de très très particulier. Hein. Alors, bon, la France a une position particulière, et ce genre de société qu'on appelle initiatique, une chose particulière. Donc il y a des personnes qui se déclarent, ils ont l'air même de s'en vanter, quelquefois je suis ceci, je suis le vénérable de telle loge, et puis il y en a d'autres, surtout pas, on leur pose 4 fois la question, 5 fois la question, puis ils répondent à chaque fois non, mais les journalistes ou la classe politique est persuadée qu'ils en sont. Hein. Mais c'est bon ton de ne pas dire. Alors par exemple, il y en a un qui s'appelle, vous connaissez, Xavier Bertrand, qui a été ministre de M. Sarkozy. Bon, il était interviewé par des journalistes, où il a dit, oui, j'en suis, puis je vais vous dire pourquoi j'ai adhéré. Donc il y a eu une tartine dans les journaux, je ne sais plus quelle année c'était, pour qui donnait toutes ces raisons pourquoi il avait adhéré. Alors quand on a dit ça à François Fillon était le premier ministre de ce monsieur Xavier Bertrand à un certain moment, tu tombais des nues, un ministre franc-maçon dans son gouvernement, il ne le savait pas, et il a répondu que Xavier Bertrand soit maçon, ça peut se concevoir, mais franc, alors là les bras m'en tombent. Donc, bon, ça vous donne une idée de comment, et c'est vrai, ce que je vous dis, c'est une citation officielle, parce que sinon je ne me permettrais pas, les foudres vont me tomber dessus. Donc vous voyez, c'est déjà quelque chose de particulier. Alors l'historique est aussi très très particulier. Alors on dit la franc-maçonnerie, mais alors ça a commencé quand? Alors on invoque souvent deux choses. Alors c'est les compagnons bâtisseurs du Moyen-Âge, c'est tous les chantiers des cathédrales, tous les monastères, il y avait des compagnons bâtisseurs qui montaient les bâtiments. Ils ont eu cet héritage-là, c'est pour ça qu'il y a des outils, des marteaux, des truelles, des leviers, etc. Et des templiers, entre autres. Mais quand vous prenez un historien franc-maçon, il va vous dire que le premier des francs-maçons, c'est Adam. Adam ayant mangé le fruit de l'arbre de la connaissance, ayant eu la connaissance, il y a la connaissance, et la connaissance, c'est la connaissance initiatique. Donc, bon, eh bien, c'était le premier franc-maçon.
Alors, il y a eu un fils qui est Caïn, Abel a été tué, donc il ne compte pas. Ève et Adam ont refait un troisième fils qui s'appelle Seth. Donc, il y a eu deux fils vivants. Les deux fils ont été initiés par Adam à la franc-maçonnerie. Bon, vous voyez. Alors, Caïn est construit, je crois, la première ville, les premières cités, etc. Il était agriculteur, puis construit la première cité. Il a engendré aussi toute une descendance, dont Tubal-Caïn. Tubal-Caïn, c'est le premier forgeron, le forgeur de métaux. Alors c'est lui qui a commencé à travailler le cuivre, le bronze, le fer, tout ce qui s'ensuit. Alors très intéressant la franc-maçonnerie, puis je vous continue l'histoire comme ça. Bon, c'est très long. Après vous avez le temple de Salomon. Le temple de Salomon a été construit par Maître Hiram, hein, donc grand maître maçon, mais toujours d'après les historiens francs-maçons. Et ils ont un peu dit, en gros, leur idée c'est que tout ce qui est bâti, c'est un caractère franc-maçon. Alors les pyramides d'Égypte, forcément l'architecte égyptien qui a construit les pyramides, ben il était maçon, peut-être pas franc-maçon, mais maçon, mais en tout cas d'un ordre initiatique. Pythagore aussi, parce que là c'est les calculs géométriques, les maths, donc il faut bien tenir compte de ça pour monter les monuments. Bon, le phare d'Alexandrie, bon c'est un tel chef-d'œuvre que bien sûr il y a des maîtres maçons sans être franc-maçon derrière. Bon, je vous passe tous les grands monuments d'antiquité qui peuvent être construits. Pour eux, c'est la même lignée. Hein. En gros, ça part de Caïn. Vous arrivez aux compagnons bâtisseurs de Moyen-Âge qui travaillent sur tous les chantiers des cathédrales. Bon, là, c'est les compagnons bâtisseurs. Alors qu'ils ne sont pas tous, en gros, quand on dit compagnons bâtisseurs, on pense aux tailleurs de pierre. C'est surtout les tailleurs de pierre avec les burins, les tailles de pierre. Forcément, une cathédrale est à 99% en pierre. Ah, mais après, vous avez les compagnons charpentiers pour les charpentes, vous avez les compagnons verriers pour les vitraux, liés aux alchimistes, etc. etc. Hein. Et quand vous êtes au Moyen-Âge et qu'on construit ce genre de monument, c'est lié aux Templiers. Les Templiers, en allant au Moyen-Orient et en Égypte, pour les croisades, ont ramené des secrets, disons, d'architecture, de géométrie, de calcul, tout un tas de choses qu'ils ont fait passer aux confréries de bâtisseurs qui existaient déjà. Ah, alors, il y en a eu deux catégories. Vous avez les maçons qui travaillaient avec l'église et les seigneurs. Un seigneur, il voulait se faire construire, je sais pas, un pont au-dessus d'une rivière, des moines voulaient un monastère. On appelait, bien sûr, les maçons, entre guillemets, mais liés à l'église. L'église avait ses équipes, ses confréries de maçons pour construire des monuments. Alors, le franc-maçon, lui, c'est quelqu'un qui était indépendant. C'est-à-dire qu'il y avait des confréries qui avaient une franchise et qui n'étaient pas attachées à l'église, pas attachées à un seigneur, pas attachées à une commune, à une ville, etc. Donc ils avaient des privilèges, dont la principale c'était la liberté de passer, hein, le LDP, vous voyez ça sur les documents, LDP écrit sur un pont, parce que le pont bien sûr c'est le passage, le droit de passer, c'est-à-dire qu'eux pouvaient faire toute la France, toute l'Europe, parce qu'ils allaient sur un chantier à Cologne, sur un chantier à Barcelone, sur un chantier à Bordeaux, hein, parce qu'ils étaient appelés, la main d'œuvre locale peut-être suffisait pas, ou une réputation, un tel est un très très grand architecte, alors eux ils étaient itinérants. D'où le terme free maçon en anglais, hein, ça veut dire le maçon libre. D'accord ? Et franc-maçon chez nous, ça correspond à free maçon pour les loges anglo-saxonnes. Franc n'est pas entendu au sens de franchise, hein, c'est entendu au sens de libre. Hein, comme on dit une ville franche, c'est-à-dire une ville libre, comme on dit aujourd'hui une zone franche, hein, ça veut dire bien sûr libre et non pas la franchise. Encore que les maçons vont vous faire un grand cours sur la franchise, qui est absolument obligatoire. Hein. Donc vous voyez, ça a commencé comme ça. Alors la grosse période de ces fameux compagnons bâtisseurs, et où sans doute il y a eu tous les rites, toutes les cérémonies, et toutes les formations, parce que bien sûr, pour être un maçon de ce genre, d'abord on est ouvrier qualifié. Hein. C'est pas l'ouvrier qui tire les pierres, c'est pas celui qui fait le ciment, qui est dans ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. Hein. C'est des ouvriers d'élite, hein, déjà. Bah oui, hein, obligatoirement, vu le niveau technique, vous voyez, pour construire Chartres ou Reims, aussi hein, le maître architecte. Hein. Donc c'est déjà une élite, hein, pour cette époque-là. Hein. Oui. Il y a des apprentis. Alors il y a les apprentis, au début on est apprenti, bien entendu, on passe compagnon, c'était déjà le cas à cette époque-là, hein, bien sûr, il y avait une formation, un peu comme à l'école, on disait, écoute, tu vas apprendre un petit peu à tailler une pierre, après tu vas apprendre à la mesurer, et puis faire à mesure monter. Alors après, quand on fait le plan d'une cathédrale, imaginez, l'architecte qui a fait le plan de la cathédrale de Reims, je veux dire que là c'est un génie. Alors en gros, la grosse période, c'est 11e siècle, 13e siècle. Ça correspond à ce qu'on appelle l'apogée du Moyen-Âge et à la période, justement, des Templiers. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Ça a dégénéré un petit peu.
à la suite de la mort des Templiers et de la dissolution de l'ordre, forcément que les grands chantiers de ce genre se sont arrêtés. Alors, on a continué certains travaux, on ne construisait plus les grandes cathédrales gothiques, on ne construisait plus de grandes abbayes, de grands monastères, etc., que pouvaient devenir ceux qu'on appelait francs-maçons. Alors, certains groupes ont arrêté, le maçon est devenu individuel, il allait faire un petit travail de réparation dans un coin, il aidait un seigneur à faire un bâtiment, bon, mais petit, plus d'un truc gigantesque, et puis certains ont continué. Bon, par exemple, en Écosse, la tradition de la confrérie maçonnique a continué, peut-être même encore un siècle après. Et à un moment, il s'est passé quelque chose de très curieux, on n'a pas tellement de preuves historiques, c'est qu'ils ont accepté dans leur loge, ce qu'on appelle leur loge, des non-maçons. C'est-à-dire ils ont fait un recrutement, on appelle ça le rite d'acceptation, eh bien une personnalité locale mais très très importante, un écrivain, un scientifique, un chercheur, enfin quelqu'un d'important dans une ville ou autre, qu'ils ont adopté et qui rentrait dans la maçonnerie mais sans être maçon. Bon, c'est comme si aujourd'hui, je ne sais pas, moi, une confrérie de collectionneurs de timbres-poste réduit à 3 ou 4 personnes, eh bien, accepter, je ne sais pas, quelqu'un qui s'occupe d'une bibliothèque. On dirait, ben écoutez, vous êtes à une bibliothèque, vous pouvez aussi gérer des collections, donc écoutez, on vous inscrit, et puis si vous voulez rentrer parmi nous, on vous accueille, vous êtes le bienvenu. Bon, vous voyez, un truc comme ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure des siècles, il y a eu beaucoup plus de non-maçons que de maçons, travailleurs manuels des chantiers qui sont rentrés. Et comme c'était une élite intellectuelle, pas des médecins, des avocats, des juristes, des écrivains et autres chercheurs, théologiens, philosophes et tout ce qui s'ensuit, ben, la franc-maçonnerie a basculé. C'est-à-dire, au lieu d'être de travailleurs manuels dites opératives, c'est-à-dire ceux qui opèrent réellement sur les chantiers en travaillant la pierre, c'est devenu en gros des intellectuels. Et donc cette nouvelle franc-maçonnerie, entre guillemets, c'est une sorte de continuation, s'appelle la franc-maçonnerie spéculative, c'est-à-dire que là on s'est mis à réfléchir sur le monde, sur la société, sur les mœurs, sur un peu tout, en gros 16e, 17e siècle. La Renaissance a eu un petit peu des idées nouvelles, etc. Et dans ce qu'on appelait les loges qui continuaient, eh bien on a eu ce genre d'ambiance de personnes. Alors, ça a proliféré plus ou moins secrètement. Je ne sais pas combien de groupes. On n'a pas beaucoup de choses historiques prouvées là-dessus. Toujours est-il qu'à un certain moment, il y a eu l'éclosion de la franc-maçonnerie moderne. Il y a 4 loges dans Londres, 4 petits groupes comme ça, qui se sont constitués en Grande Loge Unie d'Angleterre et qui ont lancé la franc-maçonnerie moderne. Voilà. Donc ça s'est fait, parce que bien sûr vous avez une date de démarrage officielle de la franc-maçonnerie, donc le Grande Loge Unie d'Angleterre, le 24 juin 1717. Donc on fait démarrer la franc-maçonnerie moderne jusqu'à aujourd'hui de cette date symbolique là. Alors elle est symbolique à 2 points de vue, c'est là que la nouvelle franc-maçonnerie a démarré. Ça ne peut rien avoir, très peu, avec les compagnons bâtisseurs. On va conserver certains rites, les mots, les outils symboliques, etc. Et donc, vous voyez, 24 juin 1717, alors c'est très symbolique la date. Quand vous êtes le 24 juin, vous êtes au solstice d'été et vous êtes la Saint-Jean. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu depuis le temps qu'ils viennent aux conférences, des évangélistes Saint-Jean, l'évangile de Saint-Jean, c'est l'évangile ésotérique. Vous avez en gros 3 normales et une ésotérique parmi les 4 évangiles. Il y a beaucoup de loges de Saint-Jean. Saint-Jean, c'est le héros, les héros de la franc-maçonnerie, les deux d'ailleurs. Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean l'évangéliste. Ça fait le 24 juin. Bon, si vous faites ce qu'on appelle le calcul théosophique, 2 et 4, 6, vous avez 6 pour le mois de juin, bien entendu, vous avez déjà 2, 6, et vous avez symbolique de 2 fois 17. Le nombre 17, ça revient tout le temps dans la franc-maçonnerie, tout le temps dans les sociétés secrètes. Ceux qui connaissent Rennes-le-Château, vous avez au moins 30 allusions au nombre 17. Tout se passe toujours à un 17. Et la réduction des noms ou des lieux avec les lettres tombe toujours sur un 17. 17, c'est la lame de l'étoile dans le tarot. Et bien sûr, un initié
progresse avec en point de mire l'étoile, qui est la lame 17, là on le double. Ouais. Donc c'est très très important. On ne va pas faire la symbolique du nombre 17 aujourd'hui parce que ça prendrait une demi-heure. Si un jour on fait la symbolique des nombres, eh bien vous verrez chaque nombre, qu'est-ce qu'il symbolise, est 17. Et alors quand vous additionnez, eh bien vous avez 16, puisque 1 et 7, 8, 1 et 7, 8, total 16. Donc quand vous avez 2 fois 17 dans une date, en fait ça fait 16. Le nombre 16, vous savez, est très sujet à caution. Il est à la fois bénéfique ou maléfique selon comment vous l'utilisez. Pour les lames de tarot, il y a tout plein de tarologues parmi nous, c'est soit les maisons Dieu, soit la destruction, la tour foudroyée. Bon, donc, c'est très important. Et, alors bien sûr, ils l'ont fait exprès, hein. Il n'y a aucun hasard pour que la date soit comme ça. Si vous additionnez le tout, 6 et 6, 12 et 16, vous avez 28. Et si vous avez 28, ben 28 c'est un nombre très très important aussi, puisque 28 c'est le nombre de la Lune, puisque 28 jours de Lune dans un mois, et en Égypte c'est le nombre de Thoth, du dieu Thoth, qui est régi par le nombre 28, et Thoth est assimilé à Hermès, et Hermès c'est l'hermétisme, et l'hermétisme contient comme science l'alchimie. Donc vous retrouvez un nombre très très initiatique, là-dedans. Alors, le 28 n'est pas considéré comme un nombre mauvais. Alors, 2 fois le 6, vous savez que le 6 c'est pas un nombre très bon. Et le 16, ça dépend de comment on le prend. Donc, en partant d'une très belle date, correspondant au solstice d'été et à Saint-Jean, et des chiffres qui ne sont pas tellement fameux, on retombe sur un 28, mais c'est quand même un nombre lunaire, c'est pas quand même les meilleurs nombres étant les nombres solaires. Voilà, alors ça démarre comme ça. Donc vous avez une grande loge unie d'Angleterre, et que va faire cette loge unie d'Angleterre? Elle va proliférer, va avoir plein de loges partout, et les Anglais, quand ils vont voyager aux Pays-Bas, dans les pays germaniques, en France, eh bien, vont initier des personnes avec qui ils prennent le contact à leurs idéaux maçonniques. La première loge, curieusement en France, va se fonder à Dunkerque. Donc on part de 1917, je crois qu'en 1721, il y a déjà une loge à Dunkerque. Alors dommage que notre chère amie Violette Sopodome, elle aurait appris que la première loge française est à Dunkerque, mais petite. Alors après Calais, et puis après c'était à Paris. Donc à Paris, il y en a eu plusieurs. Et puis ça a progressé comme ça vers l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc. Très petit au début, après les années 1740, 1750, beaucoup. Le grand boom, en gros, c'est le XVIIIe siècle. En 1789, à la veille de la Révolution, il y avait 1000 loges en France. Donc plus de 10 000 informations. Et à l'époque, ça paraissait quelque chose de très intéressant. On discutait de philosophie, on discutait du droit, c'est la fameuse philosophie des Lumières, comment réformer la justice, comment faire un régime qui ne soit plus absolutiste. Alors c'est les idées anglaises qui venaient, c'est John Locke, chez nous c'est Montesquieu, alors c'est la séparation des pouvoirs, il y avait toutes ces idées-là. Alors au début c'était un peu timide, puis après la monarchie était de plus en plus contestée. L'Église qui était très conservatrice, très, très rigide, etc., de plus en plus contestée. Mais dans cette maçonnerie-là, à l'époque, il y avait tout le monde. C'est-à-dire, vous aviez des abbés, vous aviez des curés, vous aviez des évêques, vous aviez des aristocrates, le grand comte, duc, machin chose, il était vénérable de loge. Bon, il y avait tout un tas d'intellectuels, vous avez vu tout à l'heure, le mathématicien Condorcet, etc. Le musicien Mozart, il était affilié à une loge, le fameux opéra La Flûte enchantée, c'est un opéra maçonnique. C'est même un chef-d'œuvre de ce qu'il a pu mettre comme symbolique dedans. Et toute la musique, d'ailleurs, les morceaux sont joués dans des rituels de loge pour voir les marches, pour, des choses comme ça, des moments de méditation. C'est sorti de La Flûte enchantée. Alors, vous voyez, c'est pas n'importe qui. Goethe, c'est pas n'importe qui. Donc, ce qu'il faut retenir là, quand on est au XVIIIe siècle, c'est que la franc-maçonnerie qui se veut fraternelle et humaniste, qui veut réformer les choses, mais dans un sens, alors pas révolutionnaire du tout. Il ne s'agit pas de faire de barricades, faire la révolution, on n'y pense pas du tout à cette époque-là, c'est de regrouper tous les hommes de bonne volonté qui veulent discuter ensemble. Et on retrouve les 3 ordres de l'époque, c'est-à-dire des gens du tiers-état, mais quand même une élite, pour l'ouvrier agricole, pour le marin-pêcheur, ça n'a jamais existé, aujourd'hui non plus. La franc-maçonnerie, si vous avez, voyez, quelques députés, quelques ministres, pour l'ouvrier agricole. C'est toujours c'est en gros la bourgeoisie strate supérieure.
d'un point de vue recrutement, parce qu'il faut comprendre les rituels, il faut comprendre les textes, il faut lire la Bible et d'autres textes. Bon, c'est un petit peu quand même. Oui, alors je vous disais que donc ça recrutait vraiment tout le champ possible des personnes qui normalement se combattaient dans la vie sociale. C'est-à-dire le clergé, le tiers-état. Alors plus on s'est rapproché de la Révolution, plus il y avait de tension, mais dans la franc-maçonnerie, on collaborait allègrement, et tout le monde était d'accord qu'il fallait la philosophie des droits, qu'il fallait la justice, qu'il fallait que l'homme en fasse de bonnes choses, vous verrez après les idéaux de la franc-maçonnerie, c'est très très particulier. Donc ça a continué comme ça, puis après il y a eu la Révolution, pas trop raconter la Révolution maintenant, parce qu'il y a un chapitre sur comment s'est comportée la franc-maçonnerie pendant la Révolution. C'est cassé en plein de morceaux. Il y a ceux qui ont accepté la Révolution, ceux qui étaient contre. Bon, il y a tout un tas de maçons qui ont été au gouvernement, mais d'autres qui ont été guillotinés. Donc la franc-maçonnerie nous dit, aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous accuser d'avoir fait un complot pour nous emparer du pouvoir et chasser la monarchie, puisque la plupart des nôtres sont passés à la guillotine. Mais quand vous voyez les noms et lesquels, vous voyez bien qu'il s'est passé quelque chose. Donc comment ça a évolué au XIXe siècle ? Au XIXe siècle, il y a eu plusieurs tendances. Il y a eu une tendance qui a continué des travaux d'ordre spirituel. On s'est intéressé aux sciences occultes, à l'alchimie, on s'est intéressé déjà un peu avant, mais on a continué. Alors il y a eu des grands mystiques à cette époque-là. Il y avait le fameux Cagliostro, dont je vous ai déjà parlé, Swedenborg, Martinez de Pascali. Alors ceux qui connaissent un peu les sciences occultes, ils connaissent tous ces noms-là, Stanislas de Gaïta, dont on parlerai après. Donc ils ont donné un petit peu un bon coup d'occultisme dans quelque chose qui était plutôt des réflexions philosophiques. Et une autre tendance, mais c'était pas une loge qui s'occupait d'une tendance, une autre d'une autre tendance, c'était tout mélangé. D'autres ont été contaminés par les idées du siècle. Les idées du siècle, c'est tout ce qui est la science, les techniques, la révolution industrielle, le scientisme, le rationalisme, toutes ces idées-là. Donc ils ont suivi une pente normale, je dirais presque, de leur époque. Non mystique, car ils se sont intéressés aux sciences, par exemple. Vous avez des tas de gens scientifiques au XIXe siècle qui ont adhéré à la franc-maçonnerie parce que c'était le progrès, parce que c'était l'évolution sociale, etc. Puis vous avez une troisième tendance qui est politique. Il y en a qui ont trouvé que pour faire passer leurs idées, il ne pouvait pas se contenter de faire blabla en loge, il fallait vraiment avoir des postes de responsabilité. Et c'était très bien, ils sont devenus députés, sénateurs, directeurs de ceci, etc. Et eux sont rentrés dans la politique. Et tout ça, ça cohabitait. J'allais dire plus ou moins bien. Enfin, il y a eu des clashs à quelques fois. Alors à partir de la fameuse grande loge d'Angleterre, il y a eu une grande loge de France pendant quelques années. Et ensuite, donc en 1773, il y a eu une scission. Il y a des francs-maçons qui ont formé le Grand Orient de France, et donc là vous avez eu une deuxième maçonnerie. C'est un peu délicat de dire une deuxième maçonnerie parce que tout le monde est franc-maçon, mais ce qu'on appelle une obédience, c'est-à-dire une obédience normale rattachée en Angleterre et une obédience Grand Orient. Et après, au fur et à mesure des années, ça s'est encore divisé. Il y a eu une grande loge de France à la fin du XIXe siècle. Et il y a eu la loge du droit humain qui est une loge mixte, hommes et femmes. Et il y a eu ensuite, en 1913, la Grande Loge nationale française. Et il y a eu ensuite la loge Memphis, Misraïm. Et il y a eu la Grande Loge féminine de France en 1945, etc., etc. Aujourd'hui, on est à plus de 10 obédiences différentes. Alors, il y en a des très importantes qui ont 30, 40 000, 50 000 francs-maçons. Et rien. Puis il y en a, ils ont 3 000 francs-maçons. Mais bon, au rite, la loge Memphis, Misraïm, c'est un rite égyptien, et c'est des choses totalement ésotériques. Alors là, c'est des cracks là, pour ce genre de choses, mais ils ne sont pas beaucoup. Eux ne font pas tellement de politique, c'est des initiés, quoi. Par contre, le Grand Orient, c'est très célèbre parce que toutes les célébrités, justement, et surtout politiques, sont au Grand Orient. Alors, sur quoi portait le clivage ? Ça portait sur deux choses. La première chose, c'était la référence à Dieu. Dans la première maçonnerie anglaise, puis ensuite française dans les années qui ont suivi, on faisait les travaux de maçonnerie sous l'égide de Dieu. Après, on l'a fait sous l'égide du grand architecte de l'univers. Ça s'appelait comme ça. Et puis à la fin, justement, Grand Orient, lui, écoutez, le grand architecte de l'univers, c'est pas ce qui est le plus important, c'est le social, c'est le politique, etc. Donc ça a complètement
changé. En 1877, au Grand Orient, on a même renoncé à travailler sous l'égide du grand architecte de l'univers. Alors qu'au début, il y avait Dieu, après le grand architecte, puis on a supprimé les références au grand architecte de l'univers. Il n'y avait plus de référence, disons, divine ou supérieure à l'homme du tout. Bon, alors vous voyez que c'est un peu curieux. Alors, on n'a pas dit, en gros, les dignitaires, on dit, on n'a pas supprimé, on a supprimé officiellement la référence dans les textes, mais chaque maçon ou chaque loge a encore le droit de se placer sous l'égide du grand architecte. Alors, il y a des loges où on dit, on travaille sous le grand architecte, d'autres non. À titre individuel, je l'accepte. On a laissé le libre choix à chacun qui est une divinité ou pas. Bon, c'est très particulier. Et après, le deuxième problème, c'est la femme. La franc-maçonnerie d'origine n'acceptait pas les femmes. Bon, mais il y en avait quand même. Hein. Alors ils avaient trouvé une combine, parce que les femmes râlaient, pourquoi nous on n'est pas initiés? Alors non, parce qu'on initie des êtres libres, et vous n'êtes pas libres, vous êtes soumis à votre mari, vous êtes soumis au prêtre, etc., etc. Et alors on avait créé, la franc-maçonnerie d'origine, ces deux-là, 18e siècle, avaient créé ce qu'on appelle des loges d'adoption. C'est-à-dire qu'ils initiaient des femmes avec un rituel, etc., et tout un tas de cérémonies maçonnes, mais à part. En gros, c'était une sorte d'annexe. Et bien sûr, les maçons masculins trouvaient que c'était un peu pour s'amuser, quoi. Que la franc-maçonne, la grande maîtresse de la franc-maçonnerie de la loge d'adoption, elle comptait pas, quoi. En tout cas, elle comptait pas dans le pays, elle comptait pas en pouvoir. D'ailleurs, à l'époque, la femme, 18e siècle, comptait pas en pouvoir, d'un point de vue droit, etc., etc. Mais il y avait des francs-maçonnes très, très célèbres, hein. Bon, la fameuse princesse de Lamballe, qui était l'intendante du château de Versailles auprès de Marie-Antoinette, était la grande maîtresse de la loge d'adoption du Grand Orient. Elle était lynchée pendant la Révolution par la foule. Toute grande prêtresse de la franc-maçonnerie qu'elle était. Bon, à cause de ses relations avec Marie-Antoinette, qui commençait à avoir la foule contre elle, et non pas parce qu'elle faisait de la franc-maçonnerie. Hein. Voilà. Alors, à un certain moment, on a créé une loge mixte. Les femmes ont dit, si c'est comme ça, on va créer une nouvelle loge, donc la loge qui s'appelle du droit humain, et hommes et femmes. Mais dedans, il y a 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes. En général, le grand maître est homme. Mais ça peut être une femme, puisque là, c'est mixte. Et puis, bien sûr, comme on a trouvé que ça ne suffisait pas, en 1945, il y a une grande loge féminine, et là, dedans, il n'y a que des femmes. Il y a donc une grande maîtresse de la grande loge féminine de France. Bon, je ne sais plus qui c'est aujourd'hui, parce que ils ne sont pas élus à vie comme les rois. Ils font 1 an ou 3 ans, ou un peu plus, ils sont renouvelés selon les obédiences. Et voilà un petit peu l'histoire. L'itinéraire en question. Et voilà comment on arrive aujourd'hui, au XXe siècle, où on peut dire que le résultat, c'est que c'est divisé à l'infini. Puisque vous avez plus de 10 obédiences. Une obédience, c'est un courant idéologique à l'intérieur de l'ensemble de la franc-maçonnerie, et on est quasiment à plus de 10. Or, dans le monde entier, je ne sais pas combien il y en a, mais après, c'est regroupé internationalement. C'est-à-dire que tous les grands orients se regroupent. C'est un grand orient d'Italie, un grand orient d'Allemagne, un grand orient des Pays-Bas, etc., qui tous, c'est le grand orient international. Et puis la grande loge nationale française est rattachée à la grande loge d'Angleterre. C'est la seule qui croit encore qu'il y a une référence à Dieu, comme la grande loge d'Angleterre d'origine, et eux seuls se considèrent comme les vrais francs-maçons. Les autres sont des dissidents, des traîtres, du tout ce qui suit, donc c'est un règlement de compte absolument vraisemblable, qu'on ne va pas voir aujourd'hui, parce que ça tiendrait toute la conférence. Mais on en est là, en gros. Alors... Donc vous avez différentes obédiences, comme on dit, vous les avez là. Alors, quelqu'un était étonné tout à l'heure qu'au Grand Orient, il y a à peu près 45 000 à 50 000 adhérents aujourd'hui. C'est beaucoup, quand même. Bon, et ensuite, le deuxième, en ordre d'importance, ça doit être la Grande Loge nationale française, doit être à 30 000. Mais c'est celle qui a le plus progressé ces dernières années. Ils sont multipliés par 4 leurs adhérents, parce que le grand maître a voulu faire du recrutement, et puis dépasser le Grand Orient pour que ce ne soit pas le Grand Orient qui empoche tous les bénéfices du rôle social et politique de la franc-maçonnerie. Et alors les autres, en gros, plus vous êtes ésotérique, moins vous êtes nombreux, et plus vous êtes ouverts sur le social et vous faites de politique, c'est l'inverse. Donc en gros, des loges totalement branchées sur la spiritualité et l'ésotérisme, vous êtes 1000, 2000, 3000, etc. Et alors, quand vous êtes des dizaines et des dizaines de milliers, vous êtes un écran machin très très connu. D'accord ? Bon. Voilà. Alors, je vous ai fait tirer un petit document. C'est le premier, c'est celui en bas, en bas vous avez la carte. Alors, vous voyez comment sont représentés géographiquement les francs-maçons dans le monde.
Alors le gros contingent, c'est les États-Unis, puisque les États-Unis sont carrément une république maçonnique. Puisque le premier président, George Washington, est franc-maçon, lui, il ne se cachait pas, hein. Il allait dans la ville en tenue franc-maçon. Quand il a posé la première pierre du Capitole, il est allé en grande tenue maçonnique. Tous les dignitaires derrière, tous les bannières des loges et de l'ordre, etc. Et puis cimenter la première pierre. Et là-bas, ça ne gêne personne. Et alors, tous les Benjamin Franklin, Jefferson, mais tous francs-maçons. Toute une équipe. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, quelques-uns. Hein. Beaucoup moins maintenant dans la politique américaine. Bien sûr, à partir de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud est très disons dans la même lignée. Bien sûr, après c'est l'Europe, vous voyez, pour l'Europe, hein. Donc bien sûr l'Angleterre, qui est très important d'un point de vue maçonnerie, il y a beaucoup de francs-maçons en Angleterre, et puis la France. Hein. Alors dans les pays de grande tradition catholique, genre Italie, Espagne, Portugal, là c'est beau, ça passe beaucoup moins. Hein. Parce que l'Église, vous allez voir, veille quand même au grain, ils n'aiment pas du tout la maçonnerie. Alors il y en a un petit peu, vous serez surpris, dans l'Afrique noire de l'Ouest, mais ça vient de la colonisation. Les Anglais et les Français installés, ils ont ouvert des loges, ils ont initié quelques personnes locales, donc là beaucoup de chefs d'État d'Afrique noire francophones qui sont francs-maçons. Hein. Presque tous. Hein. Je ne cite pas de nom parce que là ils sont encore bien en poste. Alors, en Australie, bien sûr, pour cause de colonisation anglaise, et en Inde aussi. Hein. Alors, bien sûr, ailleurs, il y a très peu. La Chine est très ouverte à la franc-maçonnerie. Il faut dire que ce qu'on enseigne dans la franc-maçonnerie n'est pas tellement dans les religions orientales. Et dans l'enseignement maçonnique, il n'y a pas grand-chose d'oriental. Je parle d'un point de vue religieux, mystique, ésotérique. Hein. Alors, ces dernières années, ils ont beaucoup progressé en Afrique et beaucoup progressé dans les pays de l'Est, qu'on a récupéré dans l'Europe. Après la chute du mur de Berlin à l'Europe de l'Est, tout de suite, les francs-maçons se sont précipités pour ouvrir des loges. Alors il y en a partout, ça progresse beaucoup, hein. Que ce soit à Prague ou dans le sud-est de l'Europe. Alors par contre en Russie, c'est autorisé, il y a des loges, mais vu qu'il y a M. Poutine, c'est pas quelque chose qui se développe beaucoup très facilement. Hein. Puisque vous savez que les régimes, quand ils sont autoritaires ou totalitaires, comme c'était le cas pour le nazisme, on ne tolère pas que dans le pays il y ait des sociétés secrètes. Parce que on s'imagine toujours qu'ils vont comploter, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, on ne sait pas comment c'est le rituel. Bon, et donc en général on supprime. Hein. Les nazis ont supprimé carrément la franc-maçonnerie et envoyé les francs-maçons en camp. Hein. Bon, pas de problème, hein. Mussolini aussi. Hein. D'accord. Alors, au passage, comme vous avez le document, vous avez deux personnes dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, mais qui sont très célèbres. Alors Pierre Mendès France et Pierre Mendès, alors quand il était jeune, hein, dans les années 1900. À 20-30, hein, et vous avez même là sa fiche d'inscription. Ah, vous voyez, sa date de naissance, la loge Paris, hein, etc. Et puis, bon, vous avez, quand il passe les grades, etc., vous voyez comment c'est fait comment une fiche. Et alors, le franc-maçon le plus célèbre actuellement, Alain Boer, vous voyez, qui est en train de remettre sa cravate. Hein. Donc, il a été 3 ans grand maître du Grand Orient de France. Hein, et qui a été conseiller de beaucoup de personnages politiques de gauche avant de devenir conseiller sur les problèmes de sécurité et de délinquance de M. Sarkozy. Mais ce n'est pas un problème d'être grand maître du Grand Orient et d'un moment d'être conseiller un président de gauche et après un président de droite. Puisque les francs-maçons sont polyvalents et sont bien avec tout le monde. Donc on concourt à une harmonie générale. Enfin, c'est la thèse. Hein. Et à côté, donc vous avez, alors c'est pas une franc-maçonne célèbre, hein, c'est quelqu'un qui a posé pour la franc-maçonnerie féminine, avec le fameux tablier, il y a une gestuelle avec les mains, à un moment on se met les mains sur le cœur, les mains au niveau du cou, les mains comme ça, les mains sur le front, bon il y a toute une gestuelle, ça correspond à des rituels, mais ça, bon, je connais pas, hein, vraiment. Hein. Donc pour les autres images, on va voir après. Hein. Donc vous avez, si vous retenez un petit peu ce qu'on a déjà vu, des obédiences très différentes. Hein, qui selon les époques étaient 2, puis 5, puis 12, on pourrait les multiplier, ou alors les réunir, hein, 2 pour se refondre en une, bon, c'est pas grave. Puis on peut aller de l'une à l'autre. Hein. Quand on a été initié dans une loge, on peut visiter une autre obédience, ou on peut en quitter une, puis se réinscrire dans une autre. Il y en a qui sont la Grande Loge Nationale Française, puis après ils sont Grand Orient, ou l'inverse, hein, pas aucun problème. Alors, ensuite, il y a quelque chose de très particulier qui s'appelle les rites. Alors, qu'est-ce que c'est que les rites? C'est la façon dont on fait les cérémonies.
Donc c'est codifié. Comment se passe une cérémonie d'initiation? Le candidat arrive, alors il doit faire telle ou telle chose, il doit répondre à des questions, il y a tout un tas de choses qui se passent dans la loge, et tout est codifié. Donc chaque degré, chaque grade est codifié, mais c'est pas pareil selon les obédiences. Donc on a inventé au cours de l'histoire tout un tas de rites. Alors le plus connu, c'est le rite écossais ancien et accepté. Alors, presque tous les maçons font ce rite-là, mais vous avez un rite français, vous avez un rite américain qui s'appelle le rite d'York, vous avez un rite écossais rectifié. Alors Swedenborg, le fameux Swedenborg, l'occultiste Swedenborg, a dit écoutez, moi le rite classique m'intéresse pas, je fais mon propre rite. Donc c'est pour ça que ça s'appelle rite écossais rectifié. En gros, la cérémonie d'initiation au premier grade, ça se passe comme ça. L'initié est habillé comme ça, son tablier est comme ça. La cérémonie se passe, les travaux souvent à telle heure, se finissent à telle heure, et lui, il invente un truc comme ça. Et il y a des loges qui disent, on prend ce rite-là. Et puis une autre veut dire, on prend le premier rite. Une autre, on va faire un rite Memphis Restraim, c'est un rite égyptien. Alors là, tout est décoré à l'égyptienne, le rite est égyptien, il étudie beaucoup l'Égypte, etc. Et ça se passe comme ça. Alors vous en avez toute une série. Il y en a, à un moment, on en avait compté plus de 50. On s'y retrouve pas dedans. Alors chacun a son nombre de grades, chacun a sa cérémonie, chacun a ses couleurs, les couleurs des tabliers, les couleurs des décorations de la loge, c'est invraisemblable, quoi. Si on n'est pas dedans, on ne s'y retrouve jamais dans tout ça. Quand vous lisez un truc comme ça, vous dites je suis où, vous pouvez pas comprendre. Eux, quand ils sont initiés, ils savent ce que c'est tel degré, et puis ils ont accepté tel rite. Nous on ne va pas savoir, mais il y en a beaucoup, sauf qu'il y en a 3-4 d'importants. C'est-à-dire le fameux rite écossais ancien accepté. Vous retrouvez l'Écosse là-dedans, parce que tout est un petit peu parti d'Écosse, de Édimbourg, et puis d'Angleterre, d'accord. Voilà un petit peu le contexte, les rites, vous en verrez peut-être quelques-uns après. Alors ensuite, il y a les grades. Alors on passe des grades. Alors, normalement, dans toutes les obédiences, quelles qu'elles soient dans le monde, vous avez toujours 3 grades de base. Là, on fait tous les mêmes. Vous avez, voyez sur la droite, 33 degrés. Là, c'est le fameux rite écossais accepté, rectifié à 33 degrés. Mais vous en avez 12 degrés, 7 degrés. Au rite Memphis Misraïm, ils sont à 90 degrés de grade. Donc on peut être franc-maçon, loge Memphis Misraïm, 86e degré. Au Grand Orient, on est 25e degré, 30e degré. Comme le 3e degré, c'est l'élite de l'élite. Le gars qui peut dire je suis dignitaire maçon de 33e degré, c'est extraordinaire. Oui. Alors, on revient à ce que je vous disais au début, c'est les 3 premiers grades, apprenti, compagnon, maître. Alors pourquoi ces 3-là, qui sont appelés degré de base ou loge bleue ou degré symbolique? Toute la franc-maçonnerie fait ces rites-là, ces grades-là, parce que c'est les compagnons de métier. Donc, comme disait notre ami Daniel tout à l'heure, on était apprenti et qu'on avait bien fait son travail d'apprenti pendant quelques années, on passait compagnon. Et alors à l'époque, on ne passait pas maître. Mais il y avait des maîtres. Le maître, c'était en gros le plus grand, le meilleur, le plus ancien des compagnons, qui faisait fonction de chef de chantier et qui dirigeait les compagnons. Puis après on a dit c'est pas tellement pratique. Le maître, il est quand même un petit peu au-dessus des compagnons. On a créé le grade de maître. Et c'est resté dans la maçonnerie, apprenti, compagnon, maître. Et puis, au courant du XVIIIe siècle, il y en a qui trouvaient que, maître, c'était bien vague, mais qu'on faisait d'autres études. Il y a une personne qui s'appelle le chevalier de Ramsay, qui a décidé de rajouter des grades, qu'on appelle grades de perfectionnement. On s'est dit, on va aller au-delà du grade de maître, et on va apprendre plein d'autres choses. Alors c'est là que ça s'est rattaché aux Rose-Croix, aux Templiers, aux alchimistes, etc. On a mis des grades où on apprend des choses sur les Templiers, on apprend des choses sur l'alchimie. Donc vous avez un grade, par exemple, on étudie l'alchimie, un grade, on étudie la Kabbale, un grade, on étudie la géométrie sacrée, un grade, on étudie la construction des pyramides, un grade, on étudie, il y a un degré, 18e degré Rose-Croix, on étudie l'idéologie des Rose-Croix. Ils ont capté un petit peu toutes les traditions comme ça. Dans un grade, on étudie Pythagore. Alors forcément, quand on arrive entre le 3e degré, là, il dépasse de 100 000 coudées en connaissance, parce que là, je ris, je vous expliquerai pourquoi après, je ris un petit peu.
Et donc voilà un petit peu le contexte. Hein. Alors après, ben, selon les obédiences, alors tout le monde a 3, hein, apprenti, compagnon, maître, et après, ben, vous en avez qui vont jusqu'à 7, il y en a qui vont jusqu'à 12, vous voyez, sur le côté, vous avez 12 là. Hein. Vous voyez, apprenti, compagnon, maître, après degré symbolique, eh bien vous avez la suite, maître maçon, très excellent maître, maçon de l'Arche royale. Alors je vous passe les titres, sont très très spéciaux, et je vous dis, ça peut aller jusqu'à 90 dans certains grades, mais ne vous inquiétez pas, parce que vous allez dire, mais pour passer 90 degrés, s'il faut apprendre tout ce qu'il y a dedans, je prends tout ce qu'il y a dans le 25e degré, et puis je passe le 26e, puis je passe le 27e, en fait c'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'un jour j'ai demandé à un franc-maçon, je dis, vous allez devoir passer 50 incarnations pour passer 90 degrés. C'était la question piège. On les passe par paquet. Alors, on peut en passer 10 d'un coup. Si vous êtes au 20e degré, et puis que vous avez bien travaillé, puis vous dites, voilà, moi je suis apte quasiment à aller au 30e degré, on vous fait passer le 30e degré, mais en passant le 30e, on vous accorde le 21e, 22e, 23e, 5e. Donc vous sautez en fait le 20e au 30e. Alors forcément, vous avez un type, il arrive au 90e sans problème, quoi. Mais là, c'est pas plus au 90e qu'une obédience où c'est 12. Hein. Parce que les autres, ils condensent beaucoup, ils mettent tout plein de trucs. Ben, maintenant, ça se passe comme ça, c'est absolument ahurissant. Hein. Ah, bon, pas trop dénigré, parce que comme je ne suis pas, on va dire que je radote, mais bon, moi, ce franc-maçon-là me l'a dit. Mais bon. Alors, par rapport à son obédience, ça se passe peut-être pas comme ça dans l'obédience d'à côté. Hein. Forcément, si vous avez que 7 grades, dans une obédience, ben vous avez vite atteint le 7e, donc il n'y a pas dépassé par groupe. Hein, voyez. Alors il y en a qui sont importants, il y en a qui sont moins importants. Il y a un grade, c'est très très important, tel degré, il faut absolument passer ça, il y a une cérémonie grandiose, ça dure longtemps, il faut se préparer et tout. Puis là, bon, c'est 3 fois rien, hein, c'est un jeu de questions-réponses, ça vous arrivez, bon, on vous pose des questions, vous répondez, mais vous avez pris le truc à l'avance, hein. Si vous avez des documents, des textes, vous apprenez, je sais pas, moi sur l'alchimie, on vous pose des questions, ben Nicolas Flamel, machin, alors c'est quoi la pierre philosophale, ces trucs, vous répondez pas, vous avez passé le degré. Hein. Nicolas Flamel, c'était la médecine. C'était de la médecine, oui. Alors, le listing, vous avez là les 33 fameux degrés célèbres, parce que c'est les plus célèbres, du rite ancien, écossais ancien accepté, et les 33 degrés qui sont les plus utilisés donc dans les principales obédiences, en particulier au Grand Orient. Hein, donc en Grand Orient, on peut utiliser tous les rites. Hein. Une loge du Grand Orient peut faire un autre rite que celui-là. Mais en gros, 90%, c'est celui-là. Alors, vous voyez, quand vous allez au-delà du grade de maître, vous avez donc 4e degré, maître secret. Alors, vous voyez, après, vous avez maître parfait, etc. Je vous passe toute la liste, hein, tendron des bâtiments. Alors, maître élu des 9, maître élu illustre élu des 15, etc. Sublime chevalier élu. Enfin oui, vous avez, voyez, chevalier d'Orient, prince de Jérusalem. Donc si on est, par exemple, hein, pour 21e degré, on est patriarche noachite. Alors vous allez dire à un franc-maçon que vous rencontrez qui vous dit je suis dans la franc-maçonnerie, je suis patriarche noachite, ça ne vous dit rien du tout. Moi ça fait allusion à Noé, ses descendants, au patriarche, au déluge. On va raconter l'histoire du déluge, la symbolique de l'eau, Noé et ses fils, la colombe, le rameau d'olivier. Vous avez un truc de document un peu comme ça. Hein. Ah oui, quand même. Hein. Bon, alors, les francs-maçons, au début, quand on a inventé tous ces grades, c'est encore plus avec des noms bizarres dans d'autres obédiences. Hein. Parce que ces grands secrétaires, ceci, cela, chevalier, machin. Bon, alors, il y en a, ça fait rire, parce que ça fait un peu pompeux, hein, si vous voyez les derniers. Ah, vous voyez, grand inspecteur inquisiteur, sublime prince du royal secret, grand souverain inspecteur général. Alors quand vous êtes 33e degré, vous êtes le grand souverain inspecteur général. Voilà, c'est le grand chef. Hein. Alors, en gros, il ne faut pas rire, parce que le contenu des enseignements, c'est absolument terrible. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a un enseignement, voilà, c'est élevé. Hein. Je ne sais pas si je vous le rencontrerai aujourd'hui, parce que ça serait trop long. Mais bon, je vous en dirai peut-être un mot tout à l'heure, comment ça se passe. Alors voilà un peu ce que c'est, les grades. Donc vous avez des obédiences avec des rites différents et toute une série de grades ou degrés. Hein, donc
C'est très très important. Alors ensuite, il y a une structure interne. Alors, on va passer à la structure interne parce que c'est très compliqué, c'est de l'administration. Mais les vénérables de loge, ça s'appelle pas grand maître dans les loges. Une loge à Nancy, une loge à Dunkerque, ça s'appelle celui qui dirige la loge vénérable de loge. Donc on dit très vénérable. Hein. Le grand maître, c'est pour celui qui dirige au niveau d'un pays. Hein. Donc il y a grand maître du Grand Orient, grand maître de la Grande Loge nationale française, hein, etc., etc. Alors il y a des élections. Donc dans chaque loge, on envoie des délégués. Les délégués font une réunion et on élit comme ça hein, les dirigeants de loge et puis tous les premiers surveillants, deuxièmes surveillants, parce qu'il y a tout un tas d'officiers qui opèrent pendant les rituels, qui peuvent aller jusqu'à 10. Et puis vous avez le grand maître. Alors il y a une élection interne, hein, c'est démocratique entre guillemets. Hein, on veut dire on n'est pas là parce qu'on a décidé de s'imposer. Il y a une élection. Maintenant comment on procède à l'élection je sais pas trop comment ça se passe, mais bon. Là, je peux pas te dire, mais je sais qu'ils se regroupent plus ou moins entre obédiences du même genre. Ils font quelque chose au niveau européen et mondial, oui. Il y a même des loges, jumelées par pays. Par exemple, on peut faire une loge entre les francs-maçons des Alpes-Maritimes et puis du Piémont, du côté de la Ligurie, du côté italien. Sur le regroupement, il y en a tout plein. Hein. Mais quand ils font des regroupements comme ça, ils font pas forcément d'initiation. Si on fait une maçonnerie européenne, chacun est initié dans son pays et dans sa loge. Donc on fait pas d'initiation au niveau européen. Mais on se regroupe pour discuter du coup de l'avenir de la planète, des élections politiques. Plein d'autres choses, hein. D'accord. Donc la structure interne c'est très compliqué. Puis alors là on n'a pas tellement d'écho vraiment de comment ça fonctionne. Hein. Toujours est-il que ceux qu'on connaît, Alain Bauer tout à l'heure, est élu, j'allais dire par une délégation de l'ensemble des adhérents, quoi. Comme dans un parti politique où, au niveau des cellules locales on envoie un délégué qui va au niveau régional, qui élit un délégué qui va à Paris, qui élit le chef du parti, quoi. En gros, hein, ça peut être ça. Hein. Bon, voilà pour ça, c'est pas le plus important, c'est pas le plus intéressant, parce que ça concerne bien sûr tous ceux qui sont dedans. Pour nous qui sommes de l'extérieur, à moins qu'il y ait une formation parmi vous, c'est parfaitement possible, hein, ça existe, ça peut exister. Alors, en gros, quelle est l'idéologie maçonnique? Ça, ces personnes qui sont adhérents là-dedans. Donc pour la France, ça fait actuellement, je crois, plus de 160 000, hein, si on additionne toutes les obédiences. Hein. Au niveau du monde, c'est 8 à 10 millions. Hein, parce qu'il n'y en a rien que 5 millions aux États-Unis. Et il y en a 2 ou 3 millions en Europe. Alors c'est beaucoup ou pas beaucoup, ça dépend où on se place. Si par rapport à 7 milliards d'humains, on dit une dizaine de millions, c'est 3 fois rien. Mais si vous pensez que toutes ces personnes sont dans les sphères de gouvernement ou de décision économique ou culturelle, ils en valent 10 chacun, quoi. Hein. C'est-à-dire si vous êtes député, chef d'entreprise, procureur, recteur, chef de cabinet, tel ministre, ça a un poids que n'a pas le commun des mortels, donc il ne faut pas compter en nombre, quoi. Il faut compter en influence, mais ça a beaucoup progressé ces dernières années. En moyenne, sur les 30 dernières années, le nombre d'adhérents s'est multiplié par 4, en addition de toutes les obédiences. Ça dit, on recrute, on est formidable, c'est sensationnel. C'est pas trop pourquoi les gens adhèrent. Hein. L'influence est très importante. Oui, en effet. Hein. Alors, quelle est l'idéologie franc-maçonne? Eh bien, c'est surtout de faire une formation individuelle des adhérents pour progresser, comme ils disent, vers la lumière. On va des ténèbres à la lumière, donc on est candidat. On va donc suivre une initiation, progresser, et bien sûr, il s'agit de devenir, l'humain le plus complet, le plus vertueux possible. Et à partir du moment où on a atteint un état, on dirait très très élevé, on rayonne sur ses semblables, qu'on est censé d'amener dans la même voie. Hein. Alors, vous voyez, vous avez ici, au niveau en bleu, vous voyez, l'initiation maçonnique est accessible à tous les hommes libres, capables de surmonter leur dogme ou leur absence de dogme, l'agnostique, celui qui ne croit pas, et le religieux, on leur place parmi nous. J'y vois en revanche fort mal l'athée résolu qui se coupe de toute une part de l'expérience humaine, comme j'y vois tout aussi mal le religieux sectaire qui considère hors de lui qu'il n'y a pas de vérité, qu'il n'est pas de vérité. Bon, en gros, l'idée de base, c'est l'ouverture, c'est la
le non-rejet d'autrui, alors sauf deux extrêmes. C'est le conservateur religieux fanatique, en gros, c'est le catholique intégriste qui lui dit la Bible, Vatican, etc. Je ne veux pas entendre d'autre vérité que celle de l'Église. Bon, ben lui, il ne voit pas qu'est-ce qu'il irait faire à la franc-maçonnerie. Et puis, bien sûr, l'incroyant total, pour qui toute croyance et toute initiation, c'est complètement farfelu, et ça ne sert à rien d'être initié parce que c'est des bêtises. Alors forcément, ces deux extrêmes-là étant gommés, eh bien, on peut prendre toutes les autres personnes, donc il faut être libre. C'est pour ça que les femmes étaient exclues à un moment pour dire, si vous n'êtes pas libre, la femme était soumise à son mari et à la religion, elle était mineure, si vous voulez, en droit, avant toutes les lois pour les femmes, l'égalité, etc. Donc elle ne pouvait pas être initiée. Mais sinon, on pouvait initier tous les autres. En gros, ce qu'ils rejettent, c'est la dogmatique. Ils ne peuvent pas supporter qu'il y ait des dogmes, qu'on impose quelque chose. Ça vient des protestants, ça. C'est le libre examen, c'est le libre arbitre, c'est la philosophie des droits. C'est dire, voilà, l'Église me dit quelque chose, je vérifie, je ouvre la Bible, je discute. L'Église interprète ce chapitre-là comme ça, moi dans l'autre sens, parce que j'ai le droit à la discussion. Donc forcément, ça paraît très bien, parce que ça paraît ouvert. Par rapport à l'Église, le pape va dire, écoutez, nous, on a telle version de Jésus-Christ ou Notre-Dame, Sainte Vierge c'est telle chose, les anges c'est telle chose, et puis il y a une dogmatique. Eux ne veulent absolument pas entendre parler de dogmatique. Mais comme vous avez vu tout à l'heure, il y avait plein de religieux, un franc-maçonnerie au départ. Ce qui est un peu curieux, parce qu'à un moment, ça devait être contraire quand même à ce que disait l'Église. Et d'ailleurs, l'Église s'est fâchée à cause de ça. C'est la double appartenance. Qu'est-ce que vous allez faire dans la franc-maçonnerie si vous voulez une spiritualité, puisque la spiritualité, vous l'avez dans l'Église. Si vous voulez faire le Saint-François d'Assise, faites le Saint-François d'Assise. Pourquoi vous iriez chercher à avoir des vertus dans la franc-maçonnerie ? Parce que le franc-maçon doit être juste, fidèle, solidaire, etc. Il doit avoir une liste de vertus. Mais c'est des dizaines et des dizaines. On se demande pourquoi ils ne font pas partie des saints de l'Église catholique. Il doit y avoir autre chose quand même. Alors vous voyez la suite, c'est toujours des extraits, soit des gens qui ont francs-maçons qui ont défini la franc-maçonnerie, soit les articles des constitutions. Parce qu'il y a des règles des constitutions, chaque ordre a sa constitution, ses règles de conduite, etc. Donc vous voyez, la franc-maçonnerie est une organisation qui propose à ses membres un enseignement initiatique, leur permettant de s'améliorer, tant sur le plan moral que sur le plan spirituel. Donc on va demander aux francs-maçons d'être dignes, de faire une évolution spirituelle par les initiations, et puis d'avoir un comportement le plus élevé, le plus moral possible. Donc vous voyez, alors vous avez deux plans, on doit former l'individu moralement, être quelqu'un moralement recommandable. Alors quand c'est Crozemarie, vous savez, c'était le directeur de l'ARC, Association de recherche contre le cancer, qui était condamné à la prison parce qu'il avait détourné la moitié des fonds des quêtes, etc. Puis il était franc-maçon. On se dit, alors lui, l'amélioration morale, pas dû, bien apprendre dans sa loge les instructions, quoi. Alors, la franc-maçonnerie n'est pas une construction surnaturelle. Donc vous voyez, là, on dit bien que c'est pas une religion. Alors là, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de hiérarchie céleste, il n'y a pas de ceci. On est entre humains. Sinon, l'Église est une institution surnaturelle, puisque elle admet bien sûr Dieu, et puis bien sûr Satan, et puis bien sûr les archanges, les anges, des entités de toutes sortes, et le pape, et le représentant de Jésus-Christ, qui n'est quand même pas une entité matérielle sur Terre. La franc-maçonnerie, c'est impossible. D'accord ? C'est pour ça que les dénigreurs de la franc-maçonnerie, les détracteurs, disent c'est finalement un matérialisme. Parce que c'est pas religieux, pas surnaturel, on nie tout ce qui est au-delà de l'homme, donc alors, c'est une société humaine, voyons, on le dit, basée sur la fraternité et sur la tolérance. Ainsi, les francs-maçons se reconnaissent comme frères, surtout entre eux, les autres qui ne sont pas chez eux, c'est autre chose. Se doivent aide et assistance, respectent la pensée d'autrui, c'est la tolérance, et encouragent sa libre expression. Donc c'est très beau, c'est très sympathique. Alors vous retrouvez toujours fraternité, tolérance. Et chaque maçon est frère de son autre membre de loge, etc. Et à travers la terre entière. Si un franc-maçon est australien et argentin, on le rencontre. Il y a des signes de reconnaissance entre francs-maçons, on est tous frères. D'accord ? Alors il faut respecter autrui, bien entendu. Voilà, on se doit aider l'assistance, c'est-à-dire dès qu'un franc-maçon a un problème, il appelle au secours les frères qui doivent, sur le champ, voler à son secours. Mais dans tout domaine. C'est-à-dire une aide personnelle, mais quelque chose qu'on a des difficultés dans la société.
Ah oui, prenez quelqu'un qui est très embêté dans une affaire judiciaire. Allô, procureur machin, ben t'es de la même loge que moi. Bon, l'avocat machin, ben on est tous les deux francs-maçons. Ben, vous comprenez, ça va jusque là l'aide. Ben, pas dire aux gens de la magistrature, vous n'allez pas, alors que je suis victime d'une plainte en justice, me laisser tomber, puisque nous sommes frères maçons. Ben oui, c'est ça qui fait problème pour ceux qui voient ça de l'extérieur en disant oui, mais alors là, est-ce que la loi de la République passe avant le copinage de frères? Non. Bon, officiellement non. Hein. D'accord. Donc l'article 1 de la Constitution maçonnique, donc je vous ai dit tout à l'heure, il y a des constitutions, il y a des règlements, donc il y a un pasteur protestant qui s'appelle Anderson, qui en 1723 a sorti des pages et des pages de règlements pour fonder sur des bases juridiques et des principes, eh bien, le fonctionnement de la franc-maçonnerie à l'époque unique, hein, 1723, donc c'était simple. Et après, comme il y a eu plusieurs obédiences, bah, chacun a sa constitution, ses règlements, ses principes, très différents, hein, d'accord. Alors, la franc-maçonnerie est une institution essentiellement philanthropique, c'est-à-dire amour des hommes, philosophique, progressive, c'est-à-dire on est pour le progrès, le développement des sciences et des techniques, etc., a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale, la pratique de la solidarité. Elle travaille à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. Vous ne pouvez pas mieux, c'est très beau. Hein? Et attention, perfectionnement moral de l'humanité. Non pas des adhérents en loge, des frères maçons d'autres obédiences, de toute la société française, mais du monde entier. On est en gros pour une république universelle fraternelle. Bon, enfin, vous ne pouvez pas mieux. Hein, dans l'idéal. Hein. Donc la franc-maçonnerie a pour devoir d'étendre à tous les membres de l'humanité, donc tous les humains, et 7 milliards d'humains, les liens fraternels qui unissent la franc-maçonnerie sur toute la surface de la Terre. Le programme est vaste, hein. C'est-à-dire que si vous adhérez, vous, à une loge de Boulogne, demain, vous avez le droit, on va dire qu'il faut être solidaire de tous les francs-maçons qu'il y a ici, puis de tous ceux du pays, mais on veut dire qu'il faut une solidarité planétaire avec tous les humains, faire quelque chose pour eux. Si une réforme sociale va améliorer le sort des humains, c'est bien. Une réforme en justice, c'est très bien. On fait des choses comme ça. Ben oui, donc derrière toutes les lois sociales qu'il y avait au XIXe siècle, ben vous avez la franc-maçonnerie. Au moment de la Révolution française, ben la fameuse Déclaration des droits de l'homme, c'est l'inspiration maçonnique. La fameuse formule liberté, égalité, fraternité, c'était la devise des loges avant que ça devienne la devise de la République, etc. Donc on travaille dans ce sens-là. Donc c'est très bien. Personne n'est contre liberté, égalité, fraternité. Personne n'est contre, je ne sais pas, qui a eu un code du travail, qui a eu ceci. Bon, ils ont élaboré des tas de choses comme ça. À la loge, on peut faire une planche, qu'on appelle faire une planche, c'est-à-dire un travail d'étude qu'on présente devant les autres à la loge. Chacun a un sujet d'étude pour dire, ben moi, je réfléchis sur l'évolution du travail dans la société. Donc le gars, il fait une sorte de colloque, les autres discutent, on sort un texte, puis après on peut dire au texte, on va le donner au syndicat, au ministre, et on va dire, pour que l'humain soit épanoui dans sa société, il faudrait telle réforme dans le code du travail. Alors le ministre, il en tient compte ou il n'en tient pas compte. Si les francs-maçons, on a tendance à dire, tiens, il y a des bonnes idées là-dedans. Si les anti-maçons, on va dire, je mets ça sous le coude, ça ne me concerne pas. Mais il y a des loges qui font du travail, des travaux de ce genre, et qui envoient systématiquement leurs études au ministre. Il y en avait pas mal autour de Napoléon. Oui, aussi. Oui. Bon, une anecdote en passant. Les francs-maçons ont mijoté à un moment en 1872 de faire un impôt sur le revenu. C'est eux qui ont eu l'idée. Ils ont dit, ben voilà, pourquoi les impôts, à l'époque ils étaient très disparates, il y avait la patente, il y avait machin, c'est dit, ben il y aura un impôt sur le revenu proportionnel au revenu des gens. Ils ont contacté le ministre de l'économie, alors est-ce qu'il était franc-maçon à l'époque, on ne sait pas, c'était mis sous le coude. En 1890 et quelques, c'est ressorti. Alors, on recontactait les politiques, puis ça finit par passer. Je ne sais plus à quelle époque ça passait l'impôt sur le revenu, ça devait être en 1914, etc. Et on a dit là, ben, le gouvernement machin chose a adopté l'impôt sur le revenu, mais ça fait 30 ans que c'était discuté dans les loges. Alors, information, vous voyez qu'on ne nous obéit pas, parce que quand on a mis l'idée, c'est pas passé. 30 ans après, c'est passé. Alors, quelquefois, ça passe l'année suivante, quelquefois, ça passe 5 ans après. Toutes les lois sur les contraceptions, l'avortement et tout ça, ça vient des loges. Bah oui, quand la loi sur la contraception est passée, présentée par Lucien Neuwirth est franc-maçon.
Et ils avaient travaillé sur ce sujet-là pendant des années dans les loges. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein, je ne vous dis pas que c'est mauvais. Je dis qu'il y a ce travail qui est fait. Quand Simone Veil a fait la loi sur l'avortement, elle n'est pas franc-maçonne. Son chef de cabinet, le docteur Pierre Simon, formation très très notoire, hein, très célèbre. Elle lui a dit, il faut faire ça, ça va dans le sens du progrès. Ah, c'est toujours l'idée que ça va dans le sens du progrès, que ça va dans le sens des mœurs. Alors une fois que c'est acquis, militer pour le divorce, militer pour la séparation de l'Église et de l'État, militer pour les droits de l'homme, militer pour la libération des mœurs. Alors aujourd'hui, c'est quoi? C'est la bioéthique, les soins palliatifs, le mariage gay, tout ce qui s'ensuit, parce qu'il faut toujours libérer. C'est-à-dire, dans leur idée, l'homme est toujours accablé par des puissances dogmatiques qui l'empêchent de vivre et qui le contraignent excès de Moyen-Âge, et il faut faire exploser tous les cadres, toutes les structures pour que l'homme soit vraiment épanoui. Alors où ça s'arrête? Il n'y a pas d'arrêt. Normalement, il n'y a pas d'arrêt, parce que si ça passe dans les lois, qu'est-ce que ça, la prochaine loi? Parce que tous les jours, il y a des gens qui travaillent. Alors, je sais ce que certains d'entre vous vont me dire. Ils font de l'ésotérisme quand? Ça dépend des loges. Il y en a, ils sont totalement ésotériques, ils vont faire des travaux sur les toiles flamboyantes, sur les Babyloniens, sur la construction des pyramides, puis d'autres vont essayer de réformer la société. Vous retrouvez ceux de la Révolution, on change le système politico-social, ou alors, moi, c'est pour la spiritualité que je suis rentré, je m'occupe de spiritualité. Ah oui, hein, d'accord? Bon, voyez, un petit peu. Alors, si vous voyez ce qui est écrit en bleu ici, c'est une toute petite partie de leur but, de leur conception, c'est très très idéaliste. Hein. Et je vous dis pas que c'est mauvais, hein. Mais vous comprenez qu'on cherche un petit peu... En gros, ce qui est embêtant, c'est le mélange. Si vous prenez un ordre initiatique classique, il va faire que de l'initiation, il va faire que de l'ésotérisme. Mais il va pas s'occuper de tout ça. Un grand maître Rose-Croix, il ne va pas s'occuper de dire, tiens, il faut que je devienne député, je vais me présenter à la présidente, puis il faut que je réforme les mœurs, parce que c'est pas normal qu'il n'y ait pas de loi en faveur de l'homosexualité. Je vous dis franchement, il n'en a rien à faire. Alors un franc-maçon va lui dire, alors tu t'occupes pas des pauvres gens, des malheureux, des droits, de ce type. Il va dire, mais il y a combien de centaines de milliers d'associations qui dans le monde s'occupent des pauvres, des homosexuels, des laissés pour compte, il y a la Croix-Rouge, il y a machin. Pourquoi, en gros on leur dit, pourquoi voulez-vous faire le rôle de la Croix-Rouge, de 50 associations humanitaires, je sais pas quoi, alors que normalement votre but, c'est l'initiation. Ils vont vous répondre, c'est normal. On fait les deux. C'est dur. Imaginez un ministre franc-maçon. Il est pris dans son travail de ministre. En général, il est député maire en même temps. Il est membre d'un parti, il va au congrès de son parti, il va à la réunion. Il est président d'une association de culture, machin chose, il doit aller présider. Et en même temps, il doit aller à la loge et plancher sur un travail ésotérique. Vous m'expliquerez quand il y a le temps de le faire. Parce que quand vous voyez ce qu'on apprend en ésotérisme, vous y passez votre vie, vous ne pouvez pas avoir une vie politique, en tout cas un très haut niveau, en même temps. Et vous faites ce que fait tout le monde. Quand on cumule des choses comme ça, faites tout à moitié. En gros. Alors, vous voyez, donc il y a des idéaux. Alors, je ne vous dis pas qu'ils sont tous comme ça. Il y a des francs-maçons qui, peut-être pendant 40 ans, étudient des trucs ésotériques. Ils sortent de livres, c'est des thèses absolument incroyables. Ils vont faire quelque chose sur l'équerre et le compas, symbole de l'équerre et du compas. Ils vont écrire un bouquin de 200 pages, rien que sur ça. Oui. Ah oui. Alors bien sûr, si vous êtes les ministres dont vous parlez tout à l'heure, ou Jacques Lang, vous avez pas le temps de vous amuser à sortir des thèses d'ésotérisme, à faire quoi que ce soit. Bon, vous voyez, c'est très très curieux. Ça vous cerne un petit peu. Qu'est-ce que ça peut être, à la fois comme idée, but, ambiance, ou autre. Alors, donc comme on est dans les buts et l'idéologie, alors il y a un mythe fondateur de la franc-maçonnerie qui est valable pour toutes les obédiences. Donc toutes les obédiences vont raconter au candidat qui va passer la première initiation, l'initiation d'apprenti, c'est la plus importante. C'est-à-dire quand on est candidat pour rentrer dans la franc-maçonnerie, on va passer le premier grade, donc apprenti. Alors pourquoi c'est le plus important? Parce que vous quittez le monde profane définitivement pour rentrer dans le monde des initiés. C'est-à-dire que vous êtes mort à votre vie profane, définitivement. Après que vous progressiez ou pas, que vous passiez les autres degrés, vous arriviez au 30e, au 35e, 90e, etc., c'est autre chose. Mais vous avez définitivement coupé votre vie profane.
Alors le rituel est très très important, c'est un truc vachement solennel, on se prépare assez longtemps. Alors comment on rentre? Bon, il y a deux façons de rentrer, soit vous posez votre candidature, vous avez eu vent qu'il y a une loge quelque part là dans votre ville, si vous avez l'adresse, vous écrivez vénérable de la loge machin, je sollicite mon adhésion, je suis un tel, il y a un curriculum vitae, motivation, puis après on vous envoie un questionnaire pour dire pourquoi vous voulez rentrer, qu'est-ce qui vous intéresse, bon c'est plus détaillé, puis après bon on vous prépare, puis vous avez le jour de l'initiation. Soit vous êtes coopté. Il y a quelqu'un qui est très haut placé dans la franc-maçonnerie, puis il va dire un tel, c'est un professeur d'université, mathématiques, etc. Il a fait des études sur, je sais pas, les mathématiciens grecs, c'est très très bien qu'il soit parmi nous. C'est un peu comme si vous rencontriez Mozart, tiens, il faudrait bien que Mozart soit dans notre loge quand même, ça ferait bien. Alors là, on le recrute. Mais il y a une étude de votre cas, et il y a un vote. C'est-à-dire, on vous accepte ou vous acceptez pas, hein. Bon, ça peut arriver quand on vous rejette, on vous dit non, on vous accepte pas. Alors si on sait que vous êtes en anti-maçon parce que vous avez écrit des tas de trucs contre la franc-maçonnerie, vous passez pas. Hein. Si on ne vous connaît pas, on dit est-ce que ça vaut le coup de... En général, ils acceptent beaucoup de monde, hein. Sinon on ne fera pas un recrutement, vous savez tout à l'heure. Mais une fois, par-ci par-là, on rejette des personnes. Bon, M. Giscard d'Estaing a été rejeté. Vous voyez, M. Giscard d'Estaing a voulu devenir franc-maçon à un moment, sa vie, je savais ce que c'était, ça l'intéressait, il voulait rentrer. Et puis, bon, il a émis des conditions, lui, pour être initié. Il voulait que l'initiation se passe à l'Élysée, et que dès qu'il soit initié, il passe directement au plus haut degré. À la franc-maçonnerie, ils ont dit, écoutez, vous êtes président, mais là, vous exagérez quand même, parce que n'importe qui, le plus haut personnage de cette terre, il fait l'initiation d'apprenti. Là, au moins, c'est sérieux, et c'est, démocratique, quoi. Et puis on passe tous les degrés, même si on en passe plusieurs d'un coup, on passe pas du stade d'apprenti au 33e degré en une seule fois, ça c'est totalement impossible. Alors là, au moins, c'est rigolo, hein. C'est sérieux, hein. Alors bon, après, quand le recrutement se passe, puisqu'il y a beaucoup d'abus après, il y en a qui démissionnent, il y en a qui sont exclus par loge, c'est qu'il se passe quand même, hein, des choses particulières. Mais bon, ça, ils peuvent se tromper dans l'adhésion de quelqu'un. Et puis la personne qui a adhéré, comme n'importe lequel d'entre nous, à un moment, peut dire je me suis trompé, qu'est-ce que je fais dans l'ordre machin, qu'est-ce que je fais dans la secte Moon, qu'est-ce que je fais chez les kabbalistes, qu'est-ce que je fais dans l'association Zen Truc, non, ça ne me convient pas, vous ressortez. Hein. L'exclu reste toujours maçon. Alors, dans les ordres initiatiques, pas dans les sectes, parce qu'après, quand vous êtes sauvé, on n'a plus rien à faire de vous, mais dans les ordres initiatiques, vous restez toujours initié, hein, à vie. C'est pour ça quand on dit un tel, il est maçon, il est peut-être plus depuis 10 ans, mais il a toujours son étiquette. Alors, on a été maçon 30e degré, on est toujours maçon 30e degré, même si on ne fréquente plus la loge et même si on en est sorti. Hein, d'accord. Donc pour revenir à ce mythe extraordinaire, c'est le mythe d'Hiram. Donc je vous l'ai déjà raconté, j'ai même raconté hier à Calais. J'étais dans la symbolique des arbres, mais à un moment j'ai parlé du mythe d'Hiram à cause de l'acacia. Vous savez que c'est lié à l'acacia dans les arbres. Hein. Alors, bon, Hiram, c'est très, très curieux parce que dans la Bible on parle d'Hiram, mais il y a 3 Hiram déjà. Alors vous avez un Hiram qui est roi de Tyr, vous avez un Hiram qui est fondeur de métaux, et en général, en gros, fondeur de bronze. Et vous avez un Adoniram qui est le chef des corvées, les travailleurs. Hein. C'est très très peu mentionné. Hein. On sait tout simplement que le roi Salomon a voulu prendre un Hiram pour la construction du temple. À partir de ça, les francs-maçons ont fait une histoire absolument incroyable où Hiram devient architecte, ce qui n'est pas le cas dans le texte biblique. Donc c'est lui qui va construire là le temple de Salomon entier. Vous savez que c'est un temple fabuleux, le plus fabuleux du Moyen-Orient qu'il y a eu. Le roi Salomon est un des plus grands rois d'Israël. Celui qui est très connu pour la justice. Hein. Salomon rendait la justice. Vous connaissez l'histoire du bébé coupé en deux. Hein. Tout le monde connaît. Voilà, je ne raconte pas pour gagner du temps. Donc il était très très célèbre. Donc on va voir le roi. Il va voir le roi Tyr parce qu'il a besoin des cèdres du Liban parce qu'on va faire la charpente en cèdre, des tas de trucs. C'est les bois précieux, le fameux cèdre dont je parle à la conférence à Saint-Sabre. Et alors, dans le mythe maçonnique, donc cet Hiram est architecte du temple de Salomon. Et alors l'histoire raconte qu'il avait divisé les ouvriers en plusieurs équipes et créé trois grandes catégories
catégories, travailleurs justement, les apprentis, les compagnons, les maîtres, ce qui n'était pas le cas dans la réalité de l'époque, hein, mais dans le mythe, et ils recevaient à chaque fois donc les ouvriers de tous les grades, les 3 grades, parce qu'à l'époque il y en avait 3, et leur remettaient leur salaire en fonction de leur travail et de leur catégorie. Donc ils recevaient dans un endroit qu'on appelle chambre du milieu, accédé par un escalier en spirale. Il y avait un premier surveillant en bas, un deuxième en haut. On faisait passer les travailleurs un par un et ils recevaient sa solde, comme on dit, mais en donnant un mot de passe, c'est-à-dire un code correspondant à son degré, son équipe, etc. C'est très, très, très élaboré. Et un jour, il y a des compagnons, c'était déjà arrivé compagnons, qui ont trouvé qu'il y a longtemps qu'ils auraient dû être passés maîtres, et puis que Hiram les nommait jamais maîtres, et donc ils avaient un salaire nettement inférieur, mais eux pensaient que c'était des très, très bons travailleurs, et ils ont décidé d'arracher à Hiram le code des maîtres. C'est-à-dire la formule qu'ils doivent prononcer pour dire qu'on est des maîtres, pour entrer dans la catégorie des maîtres et en recevoir la gratification financière. Donc à la base, il y a une sombre idée financière, une sombre idée de promotion. Alors c'est très bas, vous êtes loin de l'idéal maçonnique, etc. Et alors ils mijotent un sale coup, ils vont attendre Hiram à la sortie des chantiers pour lui extorquer les formules en question. Alors, lui, tous les soirs, il avait l'habitude de faire le tour de tous les chantiers pour voir si le travail était bien fait. C'est le maître architecte exceptionnel. Hein. Est-ce qu'il y a bien 12 pierres qui ont été posées là? Il n'y en a que 11, etc. Bon, l'équipe demain va être convoquée, etc. La poutre, elle va être mal mise. Un travail absolument incroyable qui prenait je ne sais pas combien de temps. Hein. Donc, en gros, c'est l'architecte modèle. Et alors, il arrive à la porte du Midi, dans le temple, donc il y a 3 portes. Il y a l'est, c'est complètement fermé, puis vous avez 3 portes pour les autres points cardinaux. La porte du Midi, Hiram passe pour rentrer chez lui, paf, il y a un compagnon qui lui saute dessus, qui lui donne un coup de levier derrière la nuque. Mais Hiram réagit, met son bras, ça dévie, il est blessé à l'épaule, il se sauve, l'autre court après, il arrive à la porte de l'ouest. Donc il tourne comme ça, là il y a un deuxième compagnon qui l'attend, il lui donne un coup d'équerre au niveau de la poitrine, ça glisse sur une côte, il est blessé à l'autre épaule, et puis il continue, il est très blessé, hein, et puis 2 francs-maçons courent après, et il arrive à la porte du nord, et là il y en a un qui l'attend derrière le dos un maillet, on lui donne un coup de maillet sur le front juste ici, et Hiram tombe à mort. Bon, et après ils vont enterrer le corps dans un coin. Alors, selon les versions, donc les obédiences, les cérémonies, vont l'enterrer dans un bois près de Jérusalem, ou le temple de Salomon, soit dans les monts Liban, alors là c'est très, 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 très loin. Ensuite, bien sûr, sur le chantier, il n'y a pas Hiram qui paraît le lendemain matin, qui est devenu maître, on enquête, le maître a disparu, bon, alors il lui est arrivé malheur, Salomon va tirer au sort des maîtres, une catégorie de maîtres, pour aller à la recherche du corps d'Hiram. Ils y vont plusieurs fois, ils échouent, ils reviennent, etc. Et à un moment, ils arrivent dans la montagne, ils sont très très fatigués, il y en a un qui titube un petit peu, et il va tomber, et il se retient à une branche d'arbre pour pas tomber, mais il tombe quand même, parce que la branche s'arrache, il balle dans la terre, et c'est une branche d'acacia. Et donc il dit, c'est curieux que cette acacia ne tienne pas au sol, parce que c'est un arbre très dur, qui a de très profondes racines, donc c'est pas normal qu'il se déracine, même si c'est une toute petite tige. Alors les autres maçons, les maîtres maçons arrivent, et on gratte, on voit que le sol est meuble, donc la terre vient d'être retournée. Visiblement, il y a eu un remuage de sol, ils ouvrent et ils retrouvent le corps d'Hiram. Alors après, il y a 2 versions. Quand sort Hiram de la tombe, on le met debout, comme Osiris, à la verticale, c'est la résurrection. Bon, soit, dans une autre version, Hiram reste mort, mais son esprit va se transmettre à tous les maçons par la cérémonie du 3e degré de maître, que ça sera appelé apprenti, compagnon maître, où on rejoue la mort d'Hiram, et le maçon du 3e degré de maître, le candidat dans la franc-maçonnerie actuelle, devient un nouvel Hiram. Donc il devient éternel, Hiram, pour être passé dans tout l'esprit des francs-maçons à travers les siècles. Bon, voilà la légende d'Hiram. Alors, très symbolique à tous les niveaux. Hein. Vous avez le gars qui ne parle pas. Donc, on ne vend pas le secret maçonnique, quelle que soit la situation, quitte à en mourir. Alors, forcément, c'est un modèle. Quant aux autres, ils ont tous les défauts de la terre. Ils sont ambitieux, ils n'acceptent pas leur sort. Bon, ils protestent, ils estiment qu'ils ont plein de mérites, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas eu
de promotion, et puis on ne veut pas leur donner de grade supplémentaire, et donc Hiram est méchant, et donc ceci, bon, en gros c'est le très mauvais maçon, donc le très mauvais humain qu'il s'agit de dépasser. En gros on donne tous les vices au mauvais compagnon, et on donne toutes les qualités au maître Hiram. Voilà un petit peu l'histoire d'Hiram, l'architecte modèle, le maçon modèle, le ceci modèle, et qui n'a pas voulu donner les secrets de sa fonction, bon, ou autre. Bon, vous voyez un petit peu cette histoire qui est très très élaborée. Alors, dans le détail, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon, là, je vais vous la raconter un petit peu. Alors, elle est racontée comme ça, au sens propre, un peu comme il y a des histoires dans la Bible, mais elle est aussi interprétée ésotériquement. C'est-à-dire, c'est pas à prendre au sens propre, en gros. On pourrait croire que les mauvais compagnons sont les défauts que vous pouvez vaincre en vous-même. Alors, ça serait un truc psychique, en gros. Hein. Alors, on ne peut pas le raconter aujourd'hui, parce qu'en janvier, vous avez un exposé sur l'initiation, et ça serait mieux que je vous raconte ça comme un exemple d'interprétation d'un passage initiatique. Hein, mais dans les autres degrés, alors il y a une suite. Vous avez vu tout à l'heure, il y a élu des 9, illustre élu des 15. Alors, dans un premier temps, Salomon va tirer au sort 9 maîtres maçons par la recherche d'Hiram. Et par le plus grand des hasards, parce qu'il se passe tout un tas de choses, ils vont tomber sur l'un des meurtriers, qui s'est caché dans une caverne, et donc il y a un maçon qui rentre, bon, il dégaine son épée, il tranche la tête du traître qui a abattu celui qui a donné le coup de maillet, donc celui-là est décapité, quasiment ramène la tête à Salomon sur le coup, bon, et quelque peu effrayé, et qui a envie de châtier le maître maçon parce qu'il ne devait pas le tuer mais le ramener. Alors les autres protestent, on était avec lui, il a eu un coup de colère, c'était l'assassin du très vénérable maître Hiram, etc. Et puis on n'a pas retrouvé les deux autres. Donc le degré suivant, illustre élu des 15, on reprend 15 grands maîtres maçons, donc vous qui passez l'initiation à ce degré-là, ça doit être le 10e, maître élu des 15, ben vous êtes l'un des 15, vous jouez le rôle d'un des 15, et vous allez en quête des deux autres meurtriers d'Hiram, que vous finissez par retrouver à la suite de tout un tas de circonstances. Hein, et là, eux, ils sont ramenés, enchaînés, ils sont jugés, et ils sont condamnés à mort pour avoir tué Hiram. Alors ils sont mis à mort de façon abominable. Hein. Ils sont éventrés, en fait découpés en deux morceaux. Hein, donc on les ouvre de la gorge jusqu'à l'entrecuisse. Bon, ils ne sont pas encore morts quand ils subissent ça, parce que les organes s'écoulent lentement, comme on dit, et puis après on les empale, et là ils sont morts, et quand ils sont morts, on les décapite, on met leur tête sur des pieux aux 3 portes où ils ont commis le crime. Alors dans l'initiation au 10e degré, on ne rejoue pas ça. Hein. On ne refait pas en vrai ce genre de choses, bien entendu. Mais alors, il y a tout un tas de symboles. Bon, en gros, est-ce qu'il faut aller jusque-là dans le châtiment? Alors, tous les itinéraires, ils sont passés par une caverne. Il y a un mythe de la caverne. Celui qui a tué, il n'a pas résisté à son penchant de se venger lui-même. Est-ce qu'il faut se venger lui-même? Donc, vous avez toute une initiation sur la justice qu'on ferait soi-même, la justice d'État, la justice du roi, et vous avez, alors là, vous avez, dans ces degrés, des cours absolument vertigineux. Donc ça ne peut pas être raconté aujourd'hui, parce que ça ferait 2 heures pour vous raconter le détail de ces deux choses-là, maître élu des 9 et illustre élu des 15. En gros, les deux, ça s'appelle les degrés de vengeance, venger la mort d'Hiram. Et quand vous êtes dans les derniers degrés, vous êtes dans des degrés de vengeance aussi, mais la vengeance de la mort des Templiers. C'est un truc absolument hallucinant. Hein. Bon, voilà pour ça. Donc on reprendra en détail, parce que en janvier, quand je vous dirai l'initiation, ça sert à ça, les ordres initiatiques font ça, et voilà un rituel d'initiation, ben là vous aurez le détail, parce que il y a le sens littéral, le sens symbolique, le sens ésotérique, etc. Donc dans le détail, c'est très très compliqué. Et là, on peut dire qu'ils sont forts. Hein. Dans ce domaine-là, c'est très très élaboré. Alors, chose suivante, ce sont les symboles. Alors, vous allez prendre ce document-là, celui où est à l'éclaté de la loge, on appelle ça un éclaté de la loge. Alors, vous savez que les francs-maçons travaillent à la loge, dans des loges. Alors, la loge est entendue dans 2 sens. C'est celui où vous avez le petit dessin sur l'autre côté, là. Alors, donc 2 sens à la loge, vous avez le sens l'espace bâti. Bah, sur un endroit où on se réunit, on va à la loge. S'il y a une loge à Lille, ben, allez telle rue,
hein, en bas de la loge. Et puis, ça symbolise aussi les francs-maçons en assemblée. Quand ils se réunissent ensemble, qu'ils soient dans une loge ou qu'ils soient sur une place publique, ils forment la loge, c'est-à-dire la communauté maçonnique. Alors, l'intérieur, si vous allez un jour en visiter une, de temps en temps, qu'il y a une journée porte ouverte, ils permettent d'aller visiter le temple quand il est vide. Hein. Donc à Paris, rue Cadet, là vous avez le siège du Grand Orient, on fait visiter. Bon, c'est très moderne, hein, c'est plus comme c'est avant, c'est plus comme les images que vous voyez là. Alors là, c'est des trucs en plexiglas, c'est des machins laqués, vous allez commencer. C'est bon, assez extraordinaire. Et alors, donc, toutes les loges de tous les Orbeilliens sont à peu près la même disposition. Alors, vous voyez, quand vous êtes du côté gauche pour mon petit schéma, hein, c'est où il y a le delta lumineux. Le delta lumineux, c'est le triangle avec un œil dedans. Le triangle équilatéral, censé monter vers le ciel, pointe en haut, celui qui est les triangles pointe en bas, triangle pointe en haut. Et l'œil, c'est normalement l'œil de la providence pour ceux qui croient des choses chrétiennes, mais c'est l'œil d'Horus dans la mythologie. Hein. Donc l'Horus étant le dieu de la lumière, donc là vous retrouvez le mythe d'Isis et d'Osiris et l'œil d'Horus qui surveille la progression des francs-maçons. Hein. Alors sur les côtés, eh bien vous avez le symbole du soleil et le symbole de la lune tel qu'on le fait en astrologie. Hein. Et puis vous avez une sorte de petit pupitre, une sorte de table où le vénérable de la loge se tient. Et il a sur la table une épée flamboyante, un maillet, etc. Vous voyez ? Donc delta lumineux avec l'œil, vous voyez, soleil et lune sont un peu... Alors bien sûr, on ne fait pas tous les symboles dans la même décoration, la même couleur de mur, mais en gros, ça doit être disposé comme ça. Vous avez des bancs sur les côtés, hein, vous avez des bancs pour les apprentis, des bancs pour les compagnons de l'autre côté, et vous avez au milieu ce quadrillage-là, c'est ce qu'on appelle le pavé mosaïque. Pavé mosaïque, c'est un dallage blanc et noir. Donc ça rappelle la dualité, le blanc et le noir, le yin et le yang, etc. Pavé mosaïque parce que ça vient de l'initiation de Moïse sur le mont Sinaï, où on dit il faut faire des carreaux blancs et noirs, etc. Et la dans les cathédrales. Oui, et le labyrinthe aussi qui est dans ce contexte-là, dans les cathédrales. Alors, vous avez une sorte de petite table aussi, vous voyez, juste devant ce pavé mosaïque, où il y a les 3 symboles fondamentaux de la loge. Vous avez un livre de la loi sacrée qui est ouvert, en 2, avec l'équerre et le compas, comme ça, dessus, posé dessus. Hein, donc en dessous, vous avez, alors en général c'est la Bible, la loi sacrée c'est la Bible, mais si quelqu'un est musulman et qu'il veut être franc-maçon, il va demander, lui, est-ce que ce soit le Coran pour son initiation. Hein, et la loi sacrée, j'ai toutes les lois sacrées. Si vous êtes du culte de Zoroastre, vous allez demander que ce soit un texte des anciens persans. Enfin, la loi sacrée, c'est votre religion, entre guillemets. Hein, même s'il n'y a pas de religion dans la franc-maçonnerie, il y a des livres qui sont sacrés quand même. Hein, parce que les francs-maçons lisent quand même la Bible, et lisent quand même surtout Saint-Jean, etc., etc. Alors, selon les degrés, vous avez, au premier grade d'apprenti, vous avez l'équerre qui est au-dessus du compas. Au grade de compagnon, vous avez une branche du compas qui passe au-dessus de l'équerre et pas l'autre. Et quand vous arrivez à la maîtrise, eh bien, vous avez le compas par-dessus l'équerre. Bon, bien sûr, ça suppose de savoir pourquoi et qu'est-ce que c'est que le compas et l'équerre, bien entendu. Et puis, vous avez donc 2 pierres, vous voyez, pierre cubique et pierre brute, parce que le franc-maçon, c'est un héritage des fameux tailleurs de pierre. Vous partez de la pierre brute, bien sûr, sortie de la terre, qui est rien du tout, qui n'est pas travaillée, qui est la production de la mère nature, et que vous allez tailler mètre au carré, mètre au cube, et donc avec le burin, le maillet, vous allez faire une œuvre parfaite, qui a un cube, mais alors vraiment à l'arête, exact au millimètre près, sur les 6 faces, etc. Donc c'est la pierre cubique. Certains disent que c'est la pierre philosophale, c'est pas forcément sûr. Et puis vous avez 2 colonnes. Vous voyez que les sommets, là, vous avez donc les colonnes Jacqueline et Boz. Alors c'est les 2 colonnes en bronze qu'avait fondu Hiram, qui sont entorsadées et qui marquaient l'entrée du temple. Elles étaient juste des 2 côtés, comme les 2 obélisques égyptiennes sur les bords des temples égyptiens par rapport à la grande entrée. Donc l'initié passe entre les 2 colonnes sur le côté. Sauf que bien sûr dans le temple de Salomon à Jérusalem, elles étaient sur la façade extérieure et que là, elles sont mises sur la façade
intérieur, parce que si vous avez un local qui est dans une maison, dans une rue ou dans un appartement, ça ferait drôle de faire les deux colonnes en extérieur. Donc on le met en intérieur, mais attention, elle ne supporte rien. Hein. Il n'y a pas de linteau, il n'y a pas de toiture. Hein. C'est des colonnes symboliques. D'accord, voilà, toutes les loges ont à peu près ce modèle-là. Alors il y a des officiers qui se mettent, vous avez un grand orateur, un secrétaire, etc. Celui qui garde l'entrée, qui vous laisse passer, qui voit si vous êtes bien de tel degré, parce qu'on ne mélange pas les degrés. Hein. Si vous êtes au 25e degré, vous avez le droit d'assister au 20e, au 18e, au 5e, mais vous n'avez pas le droit de grade au-dessus. Hein. Là, on vous arrête tout de suite parce qu'il y a des mots de passe par degré. Donc, quand vous rentrez dans une tenue de loge 26e degré, si vous êtes au 25e, vous avez tous les grades d'avant. Alors forcément, vous connaissez les grades d'avant. Vous pouvez aller à une réunion du 24e degré, mais pas au 26e. Là, on vous dit quel est le mot de passe. Vous devez dire, je sais pas, moi, Salomon, ou, je sais pas, Nemrod, ou Ramsès II. Bon, et si vous ne savez pas, vous ressortez, hein. Mais ils ne le font pas, hein. Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont être bloqués, sauf si vous avez téléphoné à un tel, tu connais le grade un petit peu, le mot de passe, le grade un peu au-dessus du mien. Bon, je sais pas si ça se fait, hein, je ne sais pas. Bon, voilà, donc vous avez une image. Mais c'est l'ancien temple, il n'est plus comme ça. Avant, celui qui est au Grand Orient, regardez, s'appelle Temple Arthur Grousier. Alors vous retrouverez les colonnes, vous voyez là. Alors dans le fond, il y a le buste de la République, parce qu'ils sont pas républicains, vous avez les escaliers, l'hôtel du maître, et puis les fauteuils ou les gradins sont les deux côtés. Bon, vous voyez, Arthur Grousier étant l'un des anciens grands maîtres du Grand Orient, hein, on lui a donné une salle à son nom, mais il paraît que là, il y a plusieurs salles. Il doit en avoir 6 ou 7, il y en a des grandes, des petites, selon toutes les initiations. Hein. Bon, c'est très très particulier. Bon, c'est très bien. Comme disait Jacques Bergier, l'écrivain, peut-on appeler société secrète une société qui a son nom et son adresse dans l'annuaire? Donc, oui, parce que, ah oui, et il y a ça aussi dans la franc-maçonnerie, c'est que ça se visite. Ça veut dire c'est très bien, comme ça je sais comment c'est. Vous n'assistez pas aux tenues de loge, hein, si vous n'êtes pas formation, vous n'avez pas le droit. Mais les autres ordres, il ne faut pas du tout visiter les lieux, puis ils ne sont pas connus, puis ils n'ont pas d'adresse dans l'annuaire, puis ils n'ont pas d'adresse du tout. Alors il dit tiens, j'ai entendu parler de tel nom de cette société secrète, un ordre kabbalistique de la Grosse Croix d'Or, et je rentrais là-dedans, trouver l'adresse nulle part, hein, vous ne savez pas qui est maître, vous n'avez pas rien, vous ne savez même pas s'il y a une loge en France. Hein. Là, c'est des vraies sociétés secrètes. Après la franc-maçonnerie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de secret. Hein. Vous allez voir après qu'il y a un secret quand même. Des secrets. Alors vous avez, puisque vous avez la planche là, vous voyez sur le côté des images du XVIIIe siècle, avec les tenues de cette époque-là, où on faisait l'initiation en grade de maître. Donc vous avez, vous voyez, un tapis de loge où on met des symboles, hein, vous avez les leviers, l'équerre, tout un tas de choses, je ne sais pas trop ce que c'est, hein, je ne peux pas vous expliquer, et en bas, on reconstitue la mort d'Hiram. Donc Hiram est mis sous un linceul, etc. Il est allongé sur le sol. Les francs-maçons dégainent leur épée, touchent, et après le corps va se relever, l'initié va se relever, il devient un nouvel Hiram, initié, ressuscité, etc. Alors sur le côté droit, c'est quelque chose de très très important pour passer le degré d'apprenti, c'est qu'avant d'être admis dans la loge et de voir la lumière, vous passez par ce qu'on appelle le cabinet noir, ou cabinet de réflexion. Donc on vous fait rentrer dans une pièce petite, sans aucune ouverture, sauf la porte d'entrée, mais il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas rien. Les murs sont noirs, vous êtes dans le noir complet. Il y a une toute petite lumière de rien du tout dans un coin. Il y a une table, il y a un crâne posé sur la table, il y a un tibia, vous voyez. Vous avez des symboles sur le mur, il y a un sablier, il y a un coq, etc. Sablier, bien sûr, c'est l'écoulement du temps. Il y a des symboles alchimiques, le sel et je crois le mercure, etc. Vous avez du pain sec, vous avez une petite coupelle avec du sel, etc. Alors, de quoi il s'agit ? Et puis vous avez le fameux vitriol, visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre, etc. Donc c'est tailler la pierre, hein. On est toujours dans la symbolique des tailleurs de pierre. Alors à quoi ça sert ? Bien, c'est que là vous devez prendre conscience de l'affreusité du monde profane et vous êtes dans le monde des ténèbres. Si vous avez sollicité une entrée dans la franc-maçonnerie, vous allez vers la lumière, vous cherchez la lumière. Mais avant d'y être, d'avoir été admis comme initié, vous êtes dans le monde des ténèbres, donc vous êtes dans le noir. Et on vous met, vous avez vu sur la première photo, un bandeau sous les yeux. Donc on appelle ça, quand vous passez le grade d'apprenti, être reçu sous le bandeau. Donc on vous bande les yeux, il y a un parrain qui vous pousse dans la pièce, vous voyez les petites tables, là vous voyez encore à peu près clair, vous installez, et on vous laisse là-dedans, alors selon les obédiences, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, vous devez...
imagination, les badauds s'arrêtant à l'écoute de cette unique attraction. Et toi va donc ouvrir les portes de l'imagination. Madame Machin est en prison. Quand Monsieur Truc a perdu son polochon. Quand certains comptent leurs millions, lui comptent ses histoires de son balcon. En attendant les caravanes et que toutes les fleurs se fanent, quand toutes les guitares de l'Espagne à trois titis bien falloir qu'elle se magne, car il n'y a pas d'histoire et toujours pas de caravane. Le ciel seul le sait que l'on pourrait reprendre ce qu'ils étaient, en bouffer des rues de route, des frontières de campagne, dévaler tout droit jusqu'à l'horizon, en déployant les cris et les ailes qui vont à l'abordage des lèvres de leur visage. Marier la vie et ses voyages, les cieux en parrainage, et pour de bon prendre ces caravanes pour nous conduire hors de la ville et de ses marches. En attendant les caravanes et que toutes les fleurs se fanent, quand toutes les guitares de l'Espagne se mettront à chanter sur notre passage, notre accordéoniste en attelage et la grosse caisse pour les rouages et nos chansons en paysage. Oh, pour con.